Alors, merci beaucoup. D'abord, merci à Lise Langlois qui m'a invitée à participer à ce colloque. J'ai accepté avec, ce que je peux dire, avec enthousiasme. En tout cas, j'étais contente qu'elle m'invite, mais bon, c'est sûr qu'il y avait un petit inconfort qui se dessinait parce que je me dis, bon, les éthiciens, c'est des philosophes, c'est des gens qui ont pour métier de penser. Alors, qu'est-ce qu'ils vont penser de ce que je représente? Donc, alors je vais faire comme les autres personnes qui m'ont précédée. Je vais expliquer un peu d'où je viens. Alors, moi, j'ai une formation de base en sciences biologiques. Et j'ai même étudié l'organogénèse neurale chez le poisson téléostéen. C'est un sujet tout à fait passionnant, mais qui m'a amené à me poser la question: qu'est-ce que je peux faire d'utile dans la société avec le bagage que j'ai? Et ça m'a donc amené, et c'était il y a pas mal longtemps, Monsieur Leclerc disait ce matin qu'il avait commencé à l'adolescence. Moi, c'était à la préadolescence, en 1979. C'était le début du nouveau régime de santé et sécurité au travail. Donc, il y avait toute une effervescence en santé au travail. Et je me suis dit, bien, mes connaissances de biologiste, est-ce que ça pourrait pas être utile aux travailleurs, par exemple, pour aider à faire de la prévention dans les milieux de travail? Et à cette époque-là, c'était aussi le début de toute l'informatisation, l'arrivée des écrans, qu'on appelait les écrans cathodiques dans ce temps-là, les écrans cathodiques qui arrivaient dans les milieux de travail. Et moi, je travaillais en particulier avec les téléphonistes qui voyaient leur travail complètement transformé là, par l'arrivée de cet outil technologique. Et j'avais été formée à comprendre comment l'environnement physique, comment le bruit, la qualité de l'air influencent la santé des personnes. Et là, tout à coup, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas seulement l'environnement physique qui pouvait affecter la santé, mais que le contenu même du travail, et je dirais aujourd'hui, plusieurs années plus tard, puis beaucoup de lectures plus tard, peut-être la perte de sens du travail venait affecter la santé de ces femmes-là, de ces femmes téléphonistes qui ne se reconnaissaient plus là, dans le travail tel qu'elles étaient amenées à le réaliser, ou elles étaient considérées plus comme une extension de la machine qu'autre chose. Donc, ça m'a amené cette rencontre avec les téléphonistes. Et je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissaient le film « Quel numéro, what number ». C'est un film qui a été fait dans les années, dans ces années-là, là, début des années 80, mais qui est quand même toujours d'actualité, où on fait parler des personnes qui sont aux prises avec la perte de sens là, de leur travail, même si elle n'est pas nommée comme ça. Et donc, ça m'a amené à reprendre mon parcours universitaire interrompu pour aller faire un doctorat en ergonomie, pour être mieux outillée pour comprendre le travail. Et le titre de ma présentation, donc je suis allée, je voulais dire aussi que j'étais allée étudier au CNAM, qui est un peu un lieu mythique pour nous en ergonomie, le 41 rue Gay-Lussac. J'ai été assise sur les bancs de ces salles de classe. Et donc, le titre de ma présentation, « Comprendre le travail pour le transformer », bien, ça vient de tout ce que je vais dire, en fait, sur l'intervention. Ça vient de mon parcours personnel comme intervenante. Je vous en ai décrit une petite partie. Mais ça m'intéresse aussi parce que j'en ai fait un objet d'étude. Avec ma collègue Geneviève Barry-Gingras, on s'est intéressé dans 2 recherches qu'on a fait récemment. On a suivi des intervenants et on a analysé leur activité pour essayer de comprendre qu'est-ce qui était en jeu dans une intervention, qu'est-ce qui faisait la différence entre un praticien qui débute et un praticien qui est plus expérimenté. Et l'intervention m'intéresse aussi parce que on enseigne actuellement dans notre DESS, on forme des intervenants à la pratique ergonomique. Et donc, l'intervention m'intéresse aussi parce que j'ai tenté de la formaliser, et c'est le résultat, c'est l'ouvrage « L'intervention en ergonomie ». J'ai fait ça avec d'autres collègues de d'autres universités québécoises qui enseignent aussi l'ergonomie. Et notre idée, en fait, c'était d'essayer de fournir à nos étudiants ce que nous, on n'avait pas eu lorsqu'on a appris le métier, quoi. Donc,
le titre « Comprendre le travail pour le transformer », je l'ai mis entre guillemets parce que c'est le titre d'un ouvrage qui a été écrit en 91 par Guérin et collaborateurs et qui montre que, dans le fond, il y a comme deux volets, deux aspects à l'intervention en ergonomie. Il y a d'abord comprendre le travail, donc ça veut dire avoir une certaine grille de lecture des situations de travail. Et le transformer, mais ça veut dire conduire une intervention dans un milieu qui est le siège de rapports de pouvoir, qui est donc l'organisation. Et puis cette organisation-là, bien, elle se situe dans un ensemble plus vaste, dans une société, donc un environnement macro. Donc, quelques mots d'abord à propos de l'ergonomie. Alors, j'ai pris la définition de l'Association internationale d'ergonomie. L'ergonomie est la discipline scientifique qui vise la compréhension des interactions entre les êtres humains et les autres composantes d'un système. Bon, c'est pas mal vague comme définition. Et puis, la profession d'ergonome, qu'est-ce que fait le professionnel en ergonomie? Selon l'IEA, il applique des théories, des principes, des méthodes et des données afin d'optimiser le bien-être des êtres humains et la performance globale des systèmes. Alors, j'attire votre attention ici sur le fait que, bien, pour moi, pour avoir observé beaucoup d'intervenants, c'est que intervenir, c'est beaucoup plus qu'appliquer des théories. Et donc, on va voir que les intervenants mettent en œuvre ils doivent continuellement réactualiser, puis ça a été dit d'ailleurs dans plusieurs présentations que j'ai entendues depuis hier, toujours réactualiser les modèles pour voir si c'est actionnable, que j'ai retenu, c'est actionnable dans la situation à laquelle on est confronté. Et puis, un autre mot sur lequel j'attire votre attention, c'est le bien-être des êtres humains, c'est-à-dire que pour moi, quand je parle du bien-être des êtres humains, c'est la santé au sens vraiment très large et ça inclut aussi la dimension développementale, c'est-à-dire que pour moi, idéalement, le travail devrait permettre le développement de la personne. Ça suppose donc de créer des environnements qui sont capacitants. Donc, la définition de l'IA, d'après moi, aurait besoin d'une petite mise à jour qui devrait arriver bientôt. Alors, pour vous, peut-être que l'ergonomie aussi, c'est des choses comme ça, les tables, les chaises, bon, il y a des brosses à dents, il y a des toilettes ergonomiques aussi, mais disons, ce n'est pas de cette ergonomie-là dont je vais vous parler. C'est sûr qu'il y a des normes qui ont été édictées et qui permettent d'aménager les postes de travail, mais moi, disons, l'ergonomie dont je veux vous parler, c'est une ergonomie qui cherche à comprendre comment le travail se réalise, qu'est-ce que ça suppose comme investissement de la part de la personne au travail. Donc, pour ça, on a un modèle, le modèle de la situation de travail, qui est donc tiré justement de l'ouvrage dont je vous parlais au début, de Guérin. Et qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que pour nous, une situation de travail, c'est d'abord une personne qu'on appelle souvent l'opérateur, quoique c'est de moins en moins, hein, c'est relié au contexte dans lequel la discipline s'est développée au moment où les personnes travaillaient en salle de contrôle. Mais disons, continuons de l'appeler comme ça, l'opérateur. Alors, il se caractérise il a des caractéristiques qui lui sont propres. Hein, il a un certain sexe, un certain âge, il a des caractéristiques physiques. Je pourrais même ajouter, parce que vous m'avez fait réfléchir là, depuis 2 jours, ses valeurs aussi. Et il est porteur d'une expérience, de certains acquis de formation. Il a un parcours professionnel particulier. Et puis, au moment où je l'observe, il est dans un certain état de fatigue ou si je l'observe le matin, probablement qu'il ne mettra pas en œuvre les mêmes régulations que si je l'observe pendant son travail de nuit, par exemple. Et donc, cet opérateur, il réalise une activité. Et cette activité, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est un peu un compromis entre ce qu'on lui demande de faire, hein, les tâches qui lui sont prescrites, et les moyens que l'entreprise lui offre pour réaliser son activité. Alors, dans ces moyens, il y a l'entreprise qui lui fixe des objectifs, qui lui donne des outils, de la documentation, du temps aussi, ou qui ne donne
pas beaucoup de temps. Il y a une certaine organisation du travail dans laquelle s'inscrit cette activité, faite avec des consignes, une certaine répartition des tâches, une certaine organisation de la production aussi. Et puis, le tout se déroule dans un environnement caractérisé par, physiquement, par de l'espace, etc., certaines ambiances physiques. Et donc, cette activité de travail, elle a comme résultat, du côté de l'entreprise, c'est ce qui contribue, cette activité de travail, c'est vraiment ça qui contribue aux performances de l'entreprise, donc à atteindre les niveaux de production attendus, fournir une qualité attendue. Et on peut dire aussi que cette activité, eh bien, elle a des conséquences sur la personne. Alors, soit l'activité contribue à la santé ou encore contribue à créer de la maladie. Et quand je parle de la santé, bien, c'est vraiment une santé vue d'un point de vue global. On pourrait même parler, j'ai parlé de santé physique, santé mentale. On parle aussi parfois de santé cognitive, dans le sens où le travail devrait nous permettre d'apprendre des choses. Et évidemment, on pourrait rajouter une autre flèche, c'est-à-dire qu'en fonction des effets sur la santé, bien, la personne est modifiée aussi par son travail. Donc, c'est avec cette lunette, si vous voulez, que lorsque j'observe une personne en activité, bien, c'est le modèle de la situation là, que j'ai en tête. Alors, là, je suis gênée de mon mot postulat, probablement que ça ne s'applique pas, mais en tout cas, nous autres, on appelle ça comme ça. C'est comme si ce sont des éléments qu'on ne remet pas en question. Donc, par exemple, le travail réel diffère du travail prescrit. Et souvent, lorsqu'on fait face à des interlocuteurs en milieu de travail, quel que soit le type d'intervention que l'on fait, on se rend compte que les gens ont une représentation du travail qui est tout à fait théorique. Ils n'ont pas idée de ce que signifie être en situation réelle de travail. Donc, on fait la distinction entre travail réel et travail prescrit. Ça vient d'ailleurs de la sociologie. Et une autre chose aussi, c'est que toute situation de travail est particulière. Elle est empreinte de variabilité. Alors, il y a une variabilité entre les individus, une variabilité interindividuelle. Deux personnes ne sont jamais, ne sont pas pareilles. Et aussi, à l'intérieur même de l'individu, donc une variabilité intra-individuelle, puisqu'on change dans le temps, on change à l'échelle d'une journée et on change aussi à l'échelle d'une vie. Et alors, cette variabilité, elle n'affecte pas que les individus, elle affecte aussi les conditions de réalisation du travail, alors qu'on pense à toutes les fluctuations qu'il peut y avoir. Alors, dans un système manufacturier, on va parler des variations de la matière première, la variation des types de produits à fabriquer, la variation, les très grandes variations aussi de conditions dans lesquelles on est appelé à exercer notre activité. Et puis, si on est dans les services, bien, on fait face aussi à une très grande variabilité de demandes de la part de clients. On fait face à des clients qui ont eux-mêmes parlent différentes langues, sont de différents âges, etc. Donc, ça veut dire que travailler, ce n'est pas exécuter. Hein. Travailler, c'est aussi toujours être en train d'organiser et de réguler son activité pour faire face à cette variabilité. D'où l'intérêt d'analyser l'activité avec le modèle que j'ai présenté tout à l'heure. Alors, c'était juste pour vous rappeler que Taylor disait on ne vous demande pas de penser, il y a des gens payés pour cela. Eh bien, dans nos interactions en milieu de travail, souvent, on se bute justement au fait que on s'imagine que les gens, parce qu'ils sont engagés dans une activité physique, par exemple, et je vais vous en donner un exemple dans un instant, que leur cognition n'est pas mise à contribution, ce qui est faux, bien sûr. Alors, ce que je peux dire à propos de l'activité, donc, pour nous, l'activité est tout à fait différente de la tâche. L'activité, c'est vraiment comment on réalise sa tâche, comment chaque personne s'investit physiquement, mentalement, socialement dans l'accomplissement de son travail. Et donc, l'activité n'est pas seulement physique. L'activité aussi n'est pas entièrement observable. C'est-à-dire que, parce qu'en ergonomie, j'insiste là-dessus, parce qu'en ergonomie, contrairement peut-être à d'autres disciplines aux vôtres,
celles dont on a entendu parler jusqu'à maintenant, où on se base beaucoup sur des entretiens. Alors, nous aussi, on fait les entretiens, mais on fait aussi des observations. Ça peut aller jusqu'à enregistrement vidéo, par exemple, du travail. Mais il faut se rappeler que l'activité n'est pas entièrement observable et que l'activité, comme je le disais, est le résultat d'un compromis entre des objectifs que l'on poursuit et des moyens dont on dispose. Et enfin, l'activité est influencée par ce qu'on appelle des déterminants. Je le mets entre guillemets parce qu'il ne faut pas croire que l'activité est complètement déterminée, puisqu'il y a toujours, là, de la part de la personne qui travaille, des stratégies de régulation. Alors, je vous donne un exemple ici pour insister sur le fait que l'activité n'est pas uniquement physique. Alors, j'ai pris une activité qui est une activité qu'on qualifiait de perceptivo-motrice, ou pour montrer un peu tout ce qui est en jeu dans cette activité. Alors, on a ici une travailleuse qui désosse des poitrines de dinde. Alors, si je regarde au point de vue physique, elle doit d'abord maintenir sa prise avec sa main gauche. Avec sa main droite, elle effectue un mouvement répété de coupe. Et puis, son corps aussi se déplace puisque son objet de travail est sur une ligne, une ligne, pas une ligne d'assemblage ici, c'est plutôt une ligne de désassemblage qui se déplace. Donc, ça veut dire que aussi, j'observe qu'elle se déplace avec la chaîne. Et puis, sous cette activité physique, il y a toute une activité mentale, c'est-à-dire que continuellement, elle évalue dans quel état est la volaille qu'elle est en train de travailler. Et puis, elle a en tête aussi qu'elle travaille sur des morceaux de qualité. Les poitrines, c'est ce qui va dans le plus cher. Donc, il faut qu'elle récupère le maximum de chair. Elle ne doit pas couper trop, puisque pour répondre aux exigences de qualité de l'entreprise. Et puis aussi, continuellement, elle doit apprécier l'espace qui est à sa disposition, puisque pour ne pas couler et arriver sur le poste de travail de sa voisine. Et puis aussi, dans son activité, elle doit prévoir que son couteau, au bout de peut-être 5-6 coupes, elle doit l'affiler. Sinon, elle aura des difficultés par la suite parce que son couteau ne sera pas bien aiguisé. Donc, elle doit planifier son temps pour arriver, malgré la cadence, à insérer cette opération-là qui est importante. Et puis, il y a aussi toute une activité sociale, parce que même si on est sur une ligne, donc où les travailleuses ne se parlent pas, mais il y a quand même ou en tout cas, il est difficile de se parler, il y a toute une entraide pour aider, par exemple, quelqu'un qui aurait de la difficulté à terminer sa coupe. Et puis aussi, elle pense aux travailleuses qui sont en aval et qui vont recevoir les poitrines qu'elle est en train de désosser. Donc, elle doit penser parfois avertir les pareuses que, bon, le lot qu'on est en train de traiter actuellement, prépare-toi à avoir des problèmes. Donc, on peut voir, à travers cette activité qui est, à première vue, physique, tout l'engagement de la personne dans son travail. Et puis, cette activité, je vous disais qu'elle dépend aussi, elle est un peu déterminée par certaines exigences qui sont conférées à la travailleuse, et puis même ses exigences à elle. Alors, cette pareuse, par exemple, elle a un souci du travail bien fait. Mais dans sa tâche, elle doit traiter 600 poitrines à l'heure. Et puis, une autre exigence, c'est qu'elle doit fournir donc de la chair de grande qualité parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un morceau coûteux. Elle a aussi des attentes de ses collègues qui s'attendent à ce qu'ils puissent bénéficier de son aide si nécessaire. Et puis, il y a toute une série de conditions et de moyens, comme par exemple la température, l'état de la volaille, l'état des couteaux, des gants, la hauteur de sa table de travail, et puis d'autres conditions aussi qui relèvent davantage de l'organisation du travail, l'équilibre entre la rotation des postes, quelles sont les conditions dans lesquelles elle a reçu sa formation, comment sont réparties les tâches. Donc, tout ça vient expliquer comment la travailleuse réalise son activité. Et dans le cadre d'une intervention,
qu'est-ce que je cherche à faire, finalement? C'est d'agir sur le cadre du travail pour faire en sorte que l'activité de la personne produise plus d'effets souhaités que d'effets non souhaités, hein, que ce soit au niveau de la production ou au niveau de la santé de la travailleuse et au niveau aussi de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans l'intervention? C'est, je vais essayer de poser un diagnostic sur la situation de travail pour, en fait, cibler quels sont les déterminants qui peuvent me servir de cible de transformation pour améliorer cette situation. Alors, ça peut être agir peut-être au niveau des tâches et des exigences, ça peut être agir au niveau des conditions qui sont offertes. Est-ce que c'est l'organisation du travail, l'environnement physique? Et puis, il y a aussi l'environnement social qui peut faire l'objet de transformation afin de modifier la situation de travail. Alors, donc ça, c'était le modèle qu'on utilise par lequel on conceptualise la situation de travail qui est en fait notre objet d'intervention. Maintenant, si j'en viens à l'intervention elle-même, alors dans le livre, on a donné cette définition pour nous de l'intervention ergonomique. Elle est réalisée dans un contexte donné, à un moment donné, en vue de transformer les situations de travail pour les améliorer selon des critères de santé, donc santé des personnes, et d'efficacité pour l'organisation. Alors, on pourra revenir peut-être aussi sur certains dilemmes qu'on peut rencontrer. Est-ce que les critères de santé et d'efficacité vont toujours dans le même sens? Pas toujours. Ensuite, l'intervention, elle implique la mise en œuvre d'un système organisé d'action mené en interaction avec des acteurs de l'entreprise. Ce qu'on peut dire aussi de l'intervention, c'est que, en fait, c'est une trajectoire entre une situation de départ qui n'est pas optimale et une situation souhaitée, que d'ailleurs, souvent, au départ, on n'imagine pas exactement. Et le chemin entre les deux, bien, vous voyez, la trajectoire, c'est loin d'être une trajectoire rectiligne. C'est une trajectoire un peu avec beaucoup éventuellement des retours en arrière. On oscille entre différents acteurs, différentes situations. Et disons que lorsqu'on enseigne l'intervention en ergonomie, bien, dans notre livre, on a un chapitre pour chaque étape de la démarche d'intervention. Et ça, c'est une façon un peu technique de voir l'intervention, mais on sait très bien que ce sont des jalons et qu'une vraie intervention, c'est un aller-retour entre ces différentes étapes. Mais je vous les montre quand même. Alors, la première étape pour nous, c'est lorsqu'on reçoit une demande d'intervention, c'est d'analyser cette demande, de la reformuler pour arriver à un mandat qui est partagé ou, si vous voulez, l'intervenant et le milieu s'entendent sur ce qui est à réaliser. Ensuite, on réalise des investigations préliminaires qui nous amènent à choisir quelle situation de travail on va analyser. Et puis, on arrive, à la suite de ces investigations, à formuler ce qu'on appelle un pré-diagnostic, c'est-à-dire notre interprétation d'où vient le problème qui est rencontré dans la situation. Et on l'appelle un pré-diagnostic parce que c'est par analogie un petit peu avec le diagnostic médical, sauf qu'ici, c'est très important que les acteurs du milieu s'approprient ce diagnostic. Donc, on l'appelle un diagnostic à partir du moment où les acteurs de l'entreprise ont comme entériné ce diagnostic. Des fois, ça peut nous obliger d'ailleurs à retourner sur le terrain ou à essayer de travailler les représentations de certains acteurs pour qu'ils acceptent ce diagnostic. Et puis ensuite, après le diagnostic, bien, en fonction des cibles qui ont été identifiées, il y a un plan d'action qui est établi. Et ensuite, bien, il reste à mettre en œuvre les changements, ce qui est une autre étape qui peut être très longue. Donc, et au bout du compte, ce qu'on souhaite, c'est arriver à des situations de travail qui soient transformées.
Mais si vous voulez, à travers ces étapes qui sont un petit peu techniques, qui sont des jalons pour l'intervention, ce qu'on a découvert avec ma collègue Geneviève Barry-Gingras, c'est qu'on s'est intéressé à tout ce qui est tous les aspects un peu, les aspects sociaux, qu'on appelait les aspects socio-organisationnels, c'est des aspects plus flous qui, dans le fond, caractérisent toutes les interventions, mais qui sont bien maîtrisées, si vous voulez, par les intervenants qui sont expérimentés. Alors, ça veut dire que cette trajectoire d'intervention, elle se déroule dans un certain contexte et quelqu'un qui est aguerri en intervention, bien, selon nous, en tout cas en ergonomie et en santé au travail en général, bien, il va beaucoup tenir compte du contexte. Et donc, on a été amené à développer un modèle qui a certaines assises théoriques, mais c'est un modèle aussi qui repose sur l'analyse de beaucoup d'interventions. En fait, on a analysé 7 interventions en profondeur, et puis par la suite, on a été amené à étudier plus de 20 interventions différentes, et toujours en étant en discussion là, avec les praticiens. Et donc, ça nous a donné ce modèle qui... Alors, les assises théoriques, je vais quand même passer rapidement là-dessus parce que je me sens peut-être... je trouve que je ne suis pas très bonne en théorie. Mais en tout cas, ça repose sur l'action collective et les concepts de régulation sociale de Raynaud, hein, avec la régulation autonome, la régulation conjointe. On reprend aussi la question de la trajectoire de l'intervention et de la trame, qui est en fait le contexte qui vient de Strauss. Et puis, on a aussi les concepts de capacité et disposition à agir des acteurs. Alors ça vient de Dawson et collaborateurs, et je vais y revenir, mais on essaie de décrire, en fait, les capacités techniques et politiques des acteurs qu'on peut mettre à contribution dans l'intervention. Et on s'intéresse aussi à leur disposition à agir, c'est en quelque sorte les enjeux qu'ils portent. Et on peut arriver à décrire des enjeux qui soient convergents. Par exemple, si on est dans une entreprise qui a besoin de sa main-d'œuvre, ça va être très différent d'une entreprise où les personnes, finalement, sont interchangeables. On peut facilement s'en défaire et puis on peut recourir à des travailleurs peu qualifiés, des travailleurs d'agence, etc. Donc, on a ces concepts-là qui sont importants dans le modèle. Et puis, comme je vous disais, le modèle s'appuie aussi sur des études empiriques. Bon, là, je m'excuse tout de suite contrairement à ma collègue Lise Langlois, je ne maîtrise pas très bien l'esthétisme des figures. Alors, je ne sais pas pourquoi mes flèches... ça fait que c'est comme ça. Donc... Alors, le premier élément, c'est... Alors, l'objet. Quel est l'objet de l'intervention? Je vous dis que notre objet, c'est une situation de travail, donc que l'on cherche à faire évoluer. Et donc, à travers l'intervention, bien, qu'est-ce que l'intervenant fait? C'est qu'il se fixe des objectifs. Alors, il se fixe un objectif à long terme, comme ça pourrait être, par exemple, de réduire les troubles musculo-squelettiques, réduire les atteintes à la santé mentale, occasionnés par une situation de travail. Mais ça peut être des objectifs aussi qu'il se donne au fur et à mesure de son parcours et qui lui permettent d'apprécier aussi des résultats intermédiaires. Parce que des fois, c'est décourageant quand on intervient, surtout en milieu de travail, c'est que c'est long avant de voir des changements. Mais en fait, ce qu'on a observé, c'est que chaque fois qu'on a une rencontre en milieu de travail, bien, on peut se fixer des objectifs et puis, si on en atteint une partie, bien, déjà, on a l'impression qu'on avance. Ensuite, l'intervention, c'est aussi créer des dispositifs. Alors, je dis créer des dispositifs, mais des fois, ça peut être aussi utiliser des dispositifs existants. Comme nous, dans le domaine de la santé au travail, on utilise beaucoup les comités de santé et sécurité au travail qui sont composés de représentants des travailleurs et représentants des employeurs. Mais ça peut arriver aussi qu'on crée soit un comité de pilotage de l'intervention ou un comité de suivi ou un groupe de travail dans le cadre d'une intervention.
Et puis, l'intervenant aussi va mettre en œuvre des activités. Alors, c'est des activités qui sont propres peut-être à chacune des disciplines. Nous, on utilise beaucoup les observations. On utilise aussi, ça peut, par exemple, lorsqu'on est rendu, on a bien analysé une situation, puis on est rendu à essayer de trouver des solutions, bien, à ce moment-là, on peut créer un groupe et faire une activité de remue-ménage. On utilise aussi beaucoup l'autoconfrontation, c'est-à-dire que souvent, on va rendre compte à la personne de son activité, soit par un enregistrement vidéo ou encore par nos notes d'observation, et on va être amené à la remettre en situation presque réelle, si vous voulez, et à la faire commenter son activité en situation. Alors, ça va nous permettre d'approfondir la compréhension de son activité. Et puis, tout au cours de cette intervention, il y a des propositions de changement qui peuvent être amenées par l'intervenant, mais qui peuvent être amenées aussi par des gens du milieu. Donc, cette intervention, elle dépend aussi d'où vient l'intervenant, à quel organisme il appartient. J'entendais hier Mme Girard qui parlait que c'était différent intervenir quand on est à l'ENAP par rapport à intervenir à l'Université de Sherbrooke. Je n'ai pas tout compris pourquoi, mais c'est ce qu'on a remarqué. C'est ce qu'on a remarqué aussi. C'est pas la même chose si je suis dans une ASP que je suis en santé publique. Et puis aussi, parce qu'ici, on s'est intéressé beaucoup à des interventions qui étaient externes aux entreprises. Et aussi, selon l'organisme auquel l'intervenant appartient, bien, il y a accès à plus ou moins de ressources pour réaliser son intervention. Et puis, l'intervention va dépendre beaucoup aussi, comme je le disais tout à l'heure, du contexte de l'établissement. Alors, je vais revenir tout à l'heure sur la question du contexte, mais tout ça, dans le fond, le but de l'intervention, c'est d'arriver à des changements. Et selon la perception que les acteurs du milieu ont du changement, est-ce qu'ils le perçoivent d'une manière positive ou plutôt négativement, bien, ça va venir influencer le contexte. C'est pour ça la grosse flèche, pas très jolie. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure, sur cette trajectoire, parce que la flèche bleue qui est là, la flèche bleue en haut, c'est pour montrer la dimension, le fait que cette intervention se déroule dans le temps. Et là, il vient d'apparaître une autre boîte dans le modèle. C'est que nous, ce qui nous intéressait aussi, c'est qu'on cherchait un outil pour pouvoir apprendre des interventions des autres. Et entre autres, on travaille avec des collègues français. Donc, on s'est rendu compte que selon le régime, dans notre cas, le régime de santé-sécurité au travail qui prévaut, ça vient fixer comme une sorte d'environnement macro. Alors ici, le régime de santé-sécurité au travail au Québec n'est pas le même qu'en France. Et ce cadre-là a une influence tant sur les établissements, sur l'intervenant et puis sur aussi le déroulement de son intervention. Parce qu'on parle d'un régime de santé-sécurité, donc une loi qui encadre tout ça. Et ça dépend aussi comment elle est mise en application. Est-ce que vraiment il y a des inspecteurs sur les lieux de travail? Est-ce que vraiment ils exercent leur rôle là, de régulation? J'ai insisté beaucoup sur la question du contexte, puis je l'ai entendu aussi depuis 2 jours. Donc, je voulais vous parler de comment nous, on analyse le contexte d'une intervention. Alors, l'idée, le lien, là, c'est, bien, vous l'avez compris, c'est qu'on essaie de décrire le contexte pour pouvoir en tirer quels sont les facteurs qui sont favorables à notre intervention, à la direction dans laquelle on souhaite aller, et quels sont les facteurs qui sont défavorables pour orienter les différentes activités, hein, les objectifs qu'on se fixe, le dispositif qu'on met en place, les activités qu'on met en œuvre. Alors, donc, on a retenu, à travers les interventions qu'on a analysées, 5 éléments qui nous paraissaient bien circonscrire le contexte d'intervention. Alors, je vais vous les expliquer à tour de rôle, mais l'idée, en fait, c'est de justement, dans ces 5 familles de caractéristiques, si vous voulez, quels sont les leviers, quels sont les obstacles, pour essayer d'utiliser
les éléments de contexte sont favorables. Et puis, lorsqu'on perçoit des éléments défavorables, bien, essayer de les contourner ou encore travailler certains acteurs, essayer de faire évoluer leur représentation. Bon. Alors, je reviens aux différents facteurs du contexte qui ont une influence sur l'intervention. D'abord, pour nous, c'est très différent si on répond à une demande, si on fait une offre d'intervention ou encore si on fait appel à nous parce qu'il y a eu une obligation. Alors ça, j'ai senti hier dans ce que j'ai entendu et ce matin aussi que c'est très différent. Ça place déjà le contexte de l'intervention d'une toute autre manière. Lorsqu'on fait face à des acteurs qui n'ont pas le choix que de vous demander de faire quelque chose, dans le fond, dont ils ne veulent pas vraiment. Et aussi, dans l'origine de l'intervention, ce qu'on a remarqué qui était important, c'est de cerner pourquoi aujourd'hui on reçoit cette demande-là. Que s'est-il passé? Est-ce que c'est un nouveau problème? Est-ce que c'est un problème qui était là depuis longtemps? Donc, on parlait, hier j'entendais, je crois que c'est André Lacroix qui disait qu'il y a toute une enquête à faire. Bien, nous, on demande à nos étudiants. D'ailleurs, je dois m'excuser parce qu'à 3 heures, je vais justement entendre l'analyse du contexte que les étudiants ont fait, les étudiants qui sont actuellement sur le terrain. Donc, je ne pourrai pas participer aux discussions jusqu'à la fin. Je le regrette beaucoup. Mais donc, et on demande donc à nos étudiants de bien enquêter sur pourquoi le milieu demande à ce moment-ci une intervention. Ensuite, dans les caractéristiques du milieu de travail, bien, c'est sûr, il y a dépendant des caractéristiques structurelles, les tailles d'entreprise, le type de main-d'œuvre, le taux de roulement, il y a plein d'autres caractéristiques qu'on pourrait ajouter. Quel est le type d'organisation du travail? Quelles sont les relations du travail qui sont à l'œuvre? Quelle est la situation économique de l'entreprise? Quels sont les événements qui sont en cours? Souvent, il y a des changements qui sont en cours puis dont on ne nous parle pas. Et alors que ça pourrait être des leviers intéressants pour l'intervention. Ce matin, dans la présentation, juste avant la pause, je m'excuse, j'ai oublié votre nom, monsieur. Ça m'a semblé intéressant l'idée qu'il y a un changement organisationnel important. On parle de créer une filière gériatrique et du coup, on utilise cela pour, en fait, si j'ai bien compris, pour introduire une réflexion éthique. Alors, c'est tout à fait intéressant. Puis dans le domaine de l'ergonomie, ce qu'on constate, c'est que souvent, il y a des changements, des projets d'investissement qui sont prévus. Et alors, plutôt que d'attendre que les situations de travail créées soient des situations délétères, des situations qu'il faut corriger, bien, pourquoi ne pas investir ce nouveau projet et faire de la prévention là, très en amont lors de la conception même des situations de travail. Autre élément du contexte. Qui sont les parties prenantes? Qui sont les acteurs qui ont un lien avec cette situation de travail que l'on étudie et ce qu'elle peut devenir? Donc, ça veut dire aussi éventuellement des acteurs de changement. Et quelles sont leurs dispositions à agir? Comment se représente-t-il le problème? Par exemple, si je fais face à un gestionnaire de premier niveau qui considère que un problème musculo-squelettique, par exemple, bien, ça fait partie du métier. C'est un travail répétitif, donc il n'y a pas le choix. Ou encore des gens qui se plaignent d'une grande fatigue du travail. Bien, travailler, c'est fatigant. Hein? Donc, on voit tout de suite que cet acteur, bien, il y a des représentations qui vont pas du tout dans le sens de notre intervention. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler cet acteur-là ou il faut l'impliquer dans des activités qui vont faire en sorte que ces représentations vont évoluer. Sinon, on n'arrivera pas vraiment à introduire un changement. Comment aussi les acteurs se représentent les moyens de résoudre le problème. Alors, en santé au travail, typiquement, souvent, par exemple, une travailleuse qui a mal à l'épaule, bien, oui, j'ai remarqué, c'est une grande tricoteuse. Hein, les fins de semaine, fait beaucoup de tricot. Donc, il faudrait qu'elle modifie ses activités hors travail pour être en forme, pour réaliser son travail. Alors que ça peut tout à fait être, la source du problème peut tout à fait être dans le travail.
Comment aussi les acteurs se représentent leurs obligations à agir. Si on est dans une entreprise qui prône la responsabilité sociale, par exemple, bon, ben, peut-être on a plus de chances que les acteurs décisionnels se sentent une obligation d'améliorer les conditions de réalisation du travail. Donc, c'est ce qu'on entend là, par les dispositions à agir. Dans ce cas-ci, c'est des dispositions à agir en prévention. Ensuite, quelles sont les capacités des acteurs? Parce qu'on peut avoir de bonnes intentions, mais il se peut aussi qu'on n'ait pas de moyens. Par exemple, si on a fait déjà des actions et que ces actions-là ont échoué, bien, à ce moment-là, ça mine nos capacités. Ou encore, s'il y a des actions qui ont déjà été tentées, mais ça veut dire que dans l'organisation, il y a peut-être des acteurs qui ont des capacités d'agir et qu'on pourrait recruter, si on veut pour notre intervention. Quelles sont les structures de prévention en place que l'on pourrait utiliser? Est-ce qu'il y a déjà des activités de prévention qui sont en place dans l'entreprise? Quelles sont les capacités des différents acteurs en termes de ressources? Est-ce qu'ils ont du temps? Est-ce qu'ils ont la formation? Est-ce qu'ils ont des budgets? Est-ce qu'ils ont des capacités aussi? Là, je parle plus de capacités techniques, mais il y a aussi les capacités politiques. Qui a la capacité vraiment de décider pour qu'un changement advienne? Et puis, enfin, c'est important aussi de voir quelles sont les relations entre les acteurs autour du problème. Est-ce que vraiment il y a une certaine convergence ou encore s'il y a au contraire des divergences? Alors, s'il y a des divergences, ça veut dire qu'il faut naviguer dans ces divergences-là. Et puis, la même chose s'applique aussi entre quelles sont les relations entre les acteurs internes et l'intervenant qui arrive de l'extérieur. Alors, ce qu'on remarque dans les interventions que l'on a étudiées, ce que les intervenants nous disaient, c'est que lorsqu'ils ont une histoire de collaboration avec un milieu, bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin dans les interventions. On se rappelle que la police de Lausanne, ça prend 12 ans, je crois, avant d'avoir un changement. Donc, ça montre bien l'importance de cette relation de confiance qui s'établit entre l'intervenant externe et le milieu. Alors, c'est sûr que dans notre pratique, il y a plein de questions. Alors, j'en ai listé quelques-unes. Je ne sais pas ce qu'elles vous disent. Par exemple, autour de l'intervention en ergonomie, est-ce qu'on peut vraiment viser l'amélioration des performances de l'organisation et la santé des personnes? Parfois, on est vraiment... c'est très difficile. C'est sûr que moi, personnellement, comme la plupart des ergonomes, je pense, on a comme un préjugé favorable. Là. Notre priorité, c'est vraiment la santé des personnes. Mais si on veut aller plus loin, si on veut aller vers une vision plus développementale du travail, vers des environnements capacitants, on est en porte-à-faux là, avec la question de la performance de l'organisation. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai insisté sur le fait qu'il fallait comprendre pour transformer, mais ce qu'on réalise aussi, c'est que souvent, c'est en transformant qu'on comprend. Dans le sens où, par exemple, lorsqu'on fait un changement dans une situation de travail, qu'on réaménage le travail, on peut, sans le vouloir, supprimer des ressources qui étaient présentes, mais qui n'étaient pas nommées, qui n'étaient pas identifiées. Donc, c'est lorsqu'on transforme qu'on comprend toute l'importance qu'avait cet élément-là qui est disparu sans qu'on le souhaite. Et plus largement, autour des interventions en milieu de travail, est-ce que, lorsqu'on vient de l'extérieur, comment maintenir une sorte d'équidistance entre les employeurs et les salariés, être transparent dans son intervention? C'est des difficultés qu'on peut rencontrer là, durant l'intervention. Ensuite, nos interventions sont presque toujours participatives, mais lorsque le résultat n'est pas à la hauteur de ce que les personnes attendaient, les personnes qui ont participé à l'intervention, elles se trouvent éventuellement pointées par leur pairs comme ayant contribué à un changement qui finalement est mal reçu.
Donc, il y a des enjeux autour de cette participation. Et si ça arrive, bien, ça veut dire que la fois d'après, c'est très difficile de faire participer les gens à une intervention. Ensuite, une autre préoccupation, c'est autour de la transmission des savoirs sur l'intervention. C'est comment on peut apprendre des interventions qui sont menées par d'autres, sachant que, comme ça, il a été discuté ce matin, chaque intervention est particulière. Et là, quand on commence à discuter, bien là, on se rend compte de toute l'importance de bien décrire dans quel contexte on a fait les interventions, puis aussi, c'était quoi cette intervention-là? Qu'est-ce qu'on a fait comme intervenant? Donc, ce sont des préoccupations qui nous habitent. Et si vous voulez, malheureusement, je n'ai pas pu participer à toute la journée d'hier, mais ce que j'ai entendu hier matin, il y a plusieurs choses qui ont résonné là, pour moi comme un écho. Là. Donc, des préoccupations que vous avez soulevées en lien avec l'intervention en éthique, alors que l'intervention se fait dans un contexte. Que, par exemple, que dans une intervention, on peut soit mettre en place des structures, ça je pense que c'était l'ENAP, hein, et puis ou encore accompagner les personnes dans une trajectoire vers des résultats, peut-être l'un n'exclut pas l'autre non plus, hein. Et puis comment on peut se réapproprier une commande, comment on peut la refuser, sont des choses qui pour moi, me préoccupent aussi là, dans ma pratique. Que les éthiciens sont des cliniciens. Bien, nous aussi, dans le fond, les ergonomes, on est un peu des cliniciens de la situation de travail. Il a été soulevé aussi l'importance des assises théoriques des outils qu'on utilise. Alors, nous, c'est ça avec le modèle, bon, c'est sans prétention, mais c'est qu'à partir de ce modèle-là, ça nous a permis de développer des outils que l'on a discuté avec les praticiens. En fait, c'est les praticiens qui nous ont aidés à développer les outils et on les utilise dans l'enseignement. Je donne un exemple. Par exemple, on a développé un journal de bord qui est comme préformaté, si vous voulez, où on demande à nos étudiants de remplir chacune des rubriques pour chaque geste d'intervention qu'elles font. Ensuite, analyser une situation, accompagner un milieu, c'est des choses que l'on fait aussi. Faire enquête sur la situation, bricoler aussi. On est toujours, lorsqu'on est en intervention, on est toujours dans le bricolage entre des outils qui nous sont donnés et puis comment on doit les adapter à la situation. La question de la demande, c'est quoi une demande? Est-ce que la personne, ce qu'elle nous demande, est-ce que c'est vraiment son besoin? Puis nous, on est qui, dans le fond, pour dire cette personne-là ou ce milieu-là a besoin de ça? Donc, nous aussi, c'est des questions qu'on se pose. Questionner l'organisation du travail aussi. J'ai entendu dans une présentation hier, bien nous aussi, c'est sûr qu'agir sur les outils, l'environnement physique, c'est pas toujours facile, mais peut-être que agir sur l'environnement l'organisation du travail, c'est encore plus difficile. Mais des fois, je me dis, peut-être ça prendrait des éthiciens dans les interventions en ergonomie pour nous aider peut-être à mieux approcher ces questions-là. Et puis un petit clin d'œil à notre collègue sociologue qui disait que la socio des organisations était dans un navire, que la socio d'intervention était dans une barque. Et puis là, moi, je me suis demandé, l'ergonomie, est-ce qu'on est dans une goélette ou peut-être quelque part entre la barque et le navire, en tout cas. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Ma question est, oui, si je peux m'en rappeler, oui. Bon, voilà. L'origine de l'intervention, le diapo, il était question de la demande, de l'offre ou de l'obligation. Je me demandais là-dessus, selon les réponses, selon cette origine de l'intervention, justement, comment est-ce qu'on traite? Est-ce qu'il y a une façon en général de traiter ou de s'investir dans l'organisation selon qu'il s'agit d'une demande, selon qu'il y a une obligation qui est là, il y a une offre. Donc, la façon dont, comment dit, l'origine de l'intervention va avoir une influence ou aurait-elle une influence sur les stratégies qui seront adoptées pour intervenir. Donc, comment cela va orienter? Et est-ce que, ça a été mentionné vers la fin, mais est-ce que l'ergonome accepte toujours l'intervention qui lui est proposée ou il a des critères assez largement partagés qui amènent à refuser l'intervention? Donc, sur la première question, en quoi ça colore la stratégie de l'intervention, le fait que ça soit une demande, une offre, obligation? Je
dirais que il n'y a peut-être pas une seule réponse, mais disons que c'est sûr que les dispositions à agir des acteurs ne seront pas les mêmes, pour reprendre un autre élément de l'analyse du contexte. C'est que s'il y a une demande, bien, ça veut dire qu'il y a un demandeur dans l'organisation, au moins un, et là, à ce moment-là, il s'agit de savoir, est-ce que cette demande-là, elle est partagée, et disons que ça met l'intervenant dans une situation quand même plus confortable que s'il fait une offre. Encore là, ça dépend, parce qu'il peut faire une offre dans un milieu dont il sait très bien que le milieu est prêt à accueillir cette offre-là. Mais je pense, par exemple, aux chercheurs qui cherchent des milieux d'intervention. Donc, on offre à l'entreprise de lui régler un problème, mais est-ce que, à ce moment-là, les dispositions des acteurs me paraissent beaucoup moins favorables. Donc, ça veut dire qu'il faudra encore plus travailler la demande. En fait, si on y va avec une offre, c'est qu'il faut faire surgir une demande, justement. Parce que j'ai l'impression que pour faire une intervention, ça prend une demande. Puis souvent, justement, quand on suit les interventions de nos étudiants sur le terrain, bien, on les ramène à ça. Qu'est-ce que c'est ta demande, en fait? Et la demande peut évoluer aussi au cours de l'intervention. Au début, souvent, quand la demande est formulée, on a le problème et puis la solution que le milieu, style, on a des manutentionnaires qui ont des maux de dos, est-ce que vous pourriez venir leur montrer les bonnes façons de soulever des colis? Alors, l'idée, c'est de retravailler cette demande-là pour l'élargir et l'amener sur le terrain plus de l'ergonomie. Pour ce qui est de l'obligation, ça, c'est un cadre d'intervention qui est très difficile parce que souvent, bien, on n'en veut pas. Là, c'est un organisme, ça peut être un inspecteur de la CSST, par exemple, qui contraint un milieu de travail à faire des changements, mais alors qu'il n'y a pas de sous, il n'y a pas donc on sait que ça va être une intervention qui va être assez superficielle. Pour ce qui est de est-ce que ça nous arrive de refuser des interventions? Bien, par exemple, lorsqu'on est dans un projet d'investissement où on sait qu'il va y avoir des réductions d'effectifs, des réductions d'emplois, bien, on va essayer de négocier des conditions avant d'intervenir. En fait, quel que soit le type de demande ou d'offre ou d'obligation, c'est qu'il y a toujours une certaine négociation autour des conditions de l'intervention. Puis là, bien, ça dépend un peu de chacun. Là. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'unanimité là-dessus. C'est une question par rapport à la responsabilité sociale d'entreprise et l'ergonomie. En fait, quand il y a un domaine sur lequel les entreprises sont bien, disons, prêts à accepter une responsabilité, même si c'est minimal, c'est sur la sécurité des ouvriers ou les employés. Ça, on accepte en général quand même qu'on porte une certaine responsabilité. Donc, normalement, l'intervention de l'ergonomie est bienvenue par l'employeur. On n'est pas du tout... J'étais assez étonné dans votre cas, normalement, mais justement, c'est souvent limité à des gestes, par exemple, ce que vous avez mentionné, comment soulever des cartons sans se faire mal au dos, ou bien la hauteur de la chaîne d'Inde, etc. Parce que vous vous limitez à un nombre d'interventions précises qui limitent les accidents de travail ou les absences, etc. Donc, suite à des accidents de travail. Et donc, du coup, l'employeur a intérêt. Mais est-ce que vous intervenez aussi pour dire, écoute, 600 dindes par heure, c'est la folie. Il faut maximum 400 dindes. Non, parce qu'en fait, le problème, c'est que on a moins d'accidents de travail, etc., parce que la hauteur de la chaîne est meilleure, est mieux conçue. Mais en même temps, le stress que ça provoque en augmentant la cadence n'est pas mesurable sur court terme. Et donc, à court terme. Et donc, du coup, l'ergonome, il devrait en fait dire 600 dindes par heure.
c'est complètement la folie. Si vous êtes responsable, vous pouvez bien sûr avoir la chaîne des dindes à l'auteur optimale pour ne pas avoir mal au bras, mais en même temps, il faut réduire la cadence de moitié au moins pour avoir 12 secondes par dinde plutôt que 6 secondes. Je sais pas. Est-ce que vous limitez volontairement le champ de votre intervention à des choses musculaires, etc. Ou est-ce que vous parlez aussi parfois sur des effets à long terme à cause du stress, etc. Ma conception de la santé ou de la contribution du lien entre la personne et le travail, c'est sûr, ça dépasse la question de la sécurité au travail. Je suis d'accord avec vous que les entreprises n'aiment pas qu'il y ait des accidents graves, entre autres parce que ça leur coûte cher, pas juste pour ça, là, mais il y a des coûts importants. Et puis, mais il y a des entreprises où si on tient vraiment, si on a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, s'il n'y a pas de pénurie s'il y a une pénurie de main-d'œuvre, pardon, bien, ce sont des éléments qui vont faire que l'entreprise va être capable de rechercher des résultats à long terme. Mais lorsqu'on est dans des entreprises comme, par exemple, les centres d'appel ou... non, mais ce n'est pas ma question. Ouais. S'il y a pénurie, bien sûr, on va changer. Oui. Mais est-ce que vous limitez notre champ d'intervention Non, pas du tout. C'est qu'on essaie d'élargir. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours possible. Et même, je vous dirais que moi, pour être intervenue personnellement dans les abattoirs, c'est là que j'ai fait ma thèse, après ça, j'ai pu être capable d'intervenir dans ces milieux. Parce que moi, ce que j'essayais de faire, c'était de dégager des marges de manœuvre pour les travailleurs. Parce que j'en ai pas parlé de cette notion-là, mais elle est très importante dans la régulation du travail, dans la régulation de l'activité. C'est qu'évidemment, plus j'ai de marge de manœuvre temporelle, spatiale, marge de manœuvre de l'attitude décisionnelle, par exemple, bien, plus je suis en situation de faire des compromis qui ne seront pas délétères pour ma santé. Mais, alors, ce que j'ai réalisé, c'est que dans tout ce qui est travail à la chaîne, c'est que dès qu'on dégage des marges de manœuvre, bien, elles sont tout de suite remplies par l'organisation pour ajouter. Par exemple, on dégage du temps, mais c'est rajouté pour ajouter des nouvelles tâches. Donc, j'ai pas eu beaucoup de demandes depuis dans ce type d'entreprise, mais j'ai des collègues j'ai quand même des collègues qui font un travail remarquable, puis je vous dirais que même c'est pas juste une question d'auteur de chaîne, ça peut être aussi la question de reconnaître les compétences des personnes. Ça peut être, j'ai donné l'exemple de l'affilage. J'ai une collègue qui a fait beaucoup de travaux où elle a travaillé avec ceux qui aiguisent les couteaux dans les abattoirs. C'est des personnes qui sont presque analphabètes fonctionnels, mais elle a réussi à créer avec eux faire émerger tous ces savoirs pratiques en nommant les caractéristiques, le tranchant, tout le monde s'est donné un vocabulaire commun pour arriver à travailler sur la question des couteaux. Mais je suis d'accord, et faire en sorte que le travail soit moins délétère pour la santé. Mais ce que j'entends dans votre question aussi, c'est que peut-être le travail en abattoir, c'est un travail qui n'a pas de sens. Non. D'accord. Parce que parce que j'ai vu, comme Luc Bégin, ici présent, qui travaille malgré son attelle, j'ai vu dans les abattoirs des femmes travailler avec les attelles alors qu'elles auraient dû être chez elles. Puis je leur demandais, mais pourquoi? Parce qu'elles avaient droit, en plus. C'est reconnu, lié au travail et tout. Mais alors, qu'est-ce que je vais faire chez nous? Ah non, ma gang est ici. Moi, pour moi, c'est important de venir au travail tous les jours et tout. Mais agir sur l'organisation du travail, c'est difficile. Bonjour, merci pour cette présentation. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de ponts qu'on peut faire avec les interventions qu'on fait en éthique, surtout avec ce que vous venez de dire quand vous dites l'idée de dégager une marge de manœuvre. En fait,
pour moi, qui est sociologue et qui essaie de regarder justement les contraintes institutionnelles au développement de l'éthique dans les organisations, bien, pour moi, c'est toujours ça. Quels sont les obstacles ou les éléments facilitants qui vont permettre de donner une marge de manœuvre aux personnes, parce que c'est là qu'elles peuvent faire preuve de réflexivité, justement. Donc, dans ce sens-là, vous nous avez parlé de beaucoup d'éléments qui peuvent être soit des obstacles ou des leviers. Est-ce que vous en avez fait une liste un petit peu plus détaillée en disant ça, ce sont des obstacles, ça, ce sont des leviers, ou si c'est vraiment juste un modèle comme ça à appliquer à chaque fois? En fait, on ne peut pas faire une liste de facteurs favorables, de facteurs défavorables et de leviers parce que ça dépend des situations d'intervention. Mais par contre, on a un catalogue, on peut dire. C'est-à-dire, à travers cette recherche qu'on a faite avec Geneviève, je pourrais vous donner la référence. C'est un rapport qui est paru à l'IRSST, dont il est disponible sur Internet. Et donc, on a fait un rapport sur cette recherche et il y a 6 annexes, et chaque annexe, ça varie là, de 20 à... Il y en a une, je crois, qui fait 300 pages, où on a essayé d'aller chercher justement plein d'exemples où qu'est-ce que les intervenants ont identifié dans leur intervention et comment ils ont composé avec ça. Et donc, ça pourrait peut-être être intéressant pour J'avais vous. une deuxième question. Dans les origines du modèle, vous mentionnez le modèle de la régulation sociale de Jean-Daniel Reynaud. C'est un modèle qui m'intéresse particulièrement. Puis je me demandais, j'étais curieuse en fait, de voir comment vous avez fait exactement. C'est quoi les liens avec votre modèle? Je ne les ai pas vus de façon explicite. Est-ce que je pourrais vous demander qu'on en discute à la pause? Puisque... Je crois que c'est une bonne idée. Alors, à ce moment-là, Jean-Philippe, très rapidement, peut-être cerner l'essentiel. Ou je pourrais peut-être juste dire que c'est la question de l'action collective, mais on pourra en reparler plus. Par moment, on aurait voulu un peu de chair et d'os dans le colloque, mais là, on est servi. Et ma question, c'est est-ce que vous avez des concurrents naturels sur le marché du travail? Par exemple, dans le domaine de la construction, les maîtreurs ou bien les responsables de la sécurité sur les chantiers feraient la job ou le travail d'un ergonome. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est vrai que, c'est normal là, qu'il y ait des personnes qui soient responsables d'inspecter les chantiers et puis d'émettre des contraventions. Ça fait partie de la vie. Mais, comme disait quelqu'un, il me semble que c'est insuffisant, le droit. C'est insuffisant, ces règlements. Et donc, franchement, on ne les voit pas vraiment comme des compétiteurs. Par contre, il y a des personnes qui peut-être s'improvisent pour résoudre des problèmes de travail. Et puis, je pense par exemple on a des collègues qui sont en kinésiologie, donc qui s'intéressent au mouvement et qui vont être axés justement plus sur l'environnement immédiat de travail, mais qui n'ont pas vraiment la perspective de l'ensemble de la situation, incluant là, toute la dimension de l'organisation du travail. Donc, dans ce sens-là, ça peut être... c'est des personnes qui... On ne fait pas tout à fait le même travail et ça donne lieu peut-être à... Et je ne sais pas si vous rencontrez ça en éthique, mais lorsqu'on arrive comme intervenant, bien, on fait face aux représentations que le milieu a de notre propre... qu'est-ce qu'on fait au juste? Et donc, ils essaient de se conformer à ça. Ils vont nous parler des choses qu'ils pensent qui sont intéressantes pour nous. Alors, des fois, ça demande aussi de recadrer justement d'où on vient, comment on voit, entre autres, la situation de travail. Puis le modèle de la situation de travail, pour moi, ça me sert à ça, pédagogiquement, montrer toutes les dimensions qui influencent l'activité de travail. Je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question.